Ma mère se tenait au milieu de mon bureau fraîchement aménagé, ses doigts manucurés agrippant fermement ma mallette en laiton. Elle l'a jetée sur le lourd bureau en chêne que j'avais construit moi-même, et le métal a claqué contre le bois, comme un marteau de juge s'abattant dans un tribunal. Ton frère est en train de bâtir un véritable empire, Méric. Il a besoin de cet espace pour son podcast, dit-elle, sa voix totalement dénuée de toute demande ou excuse. C'était un ordre. À côté d'elle, mon jeune frère, Kellen, s'appuyait contre le mur insonorisé que j'avais passé 3 semaines à installer. Il portait un costume sur mesure qu'il ne pouvait pas se permettre, tenant son téléphone en l'air, et enregistrant toute l'interaction pour ses abonnés. Il a regardé mes bottes usées, puis mon visage, et a ricané. « Allez, mec. Ton sale boulot de plongeur est une blague de toute façon. Va utiliser le vieux hangar au fond. Les esprits alpha ont besoin d'environnement de premier choix. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas donné de coup de poing. J'ai simplement baissé les yeux sur mes mains. Elles étaient couvertes de cicatrices épaisses et pâles, dues à la manipulation de câbles d'acier rouillés à 300 pieds sous l'eau, dans les profondeurs glaciales du lac supérieur. J'avais 32 ans, j'étais plongeur professionnel offshore et entrepreneur en logistique sous-marine. Je gagnais ma vie dans l'obscurité totale, respirant un mélange de gaz sous une pression écrasante, et faisant le genre de travail qui maintenait les voies de navigation ouvertes et empêchait les plateformes offshore de s'effondrer. Je connaissais la valeur du travail acharné. Les mains de Kellen, en revanche, étaient douces, enduites de lotion, et n'avaient jamais soulevé quelque chose de plus lourd qu'un éclairage annulaire. J'ai regardé autour de moi l'espace. C'était un vieil entrepôt en briques rouges près du port de Duluth. Quand je l'ai repris, il pourrissait de l'intérieur, sentant le poisson mort et la moisissure noire. J'y ai investi 90 000 $ de mon propre argent durement gagné. J'ai posé des sols en béton chauffant pour les hivers brutaux du Minnesota. J'ai installé un entrepôt à climat contrôlé pour mes robots sous-marins sensibles. J'ai construit une salle de serveur robuste pour traiter les énormes fichiers sonars que je gérais pour des firmes de génie maritime. Chaque heure supplémentaire, chaque prime de risque, chaque nuit glaciale passée dans une couchette exiguë sur un bateau de plongée, tout est allé dans ce bâtiment. C'était mon sanctuaire. C'était le seul endroit au monde qui était vraiment à moi. Et maintenant, mes parents le cédaient tout simplement à un gamin de 27 ans, dont toute la carrière consistait à louer des voitures de luxe à l'heure, juste pour prendre des photos pour les réseaux sociaux, tout en prêchant sur la mentalité de la gagne. Mon père, Orson, se tenait près des lourdes fenêtres industrielles, regardant le lac gelé. Il avait été licencié d'un poste de cadre intermédiaire il y a 5 ans, et avait passé chaque jour depuis lors à projeter son ego brisé sur Kellen. « Sois raisonnable, Méric, dit mon père sans se retourner. Tu es sous l'eau la moitié de l'année de toute façon. Kellen a des sponsors qui attendent. Il a une vision. Cette famille a besoin d'une vraie réussite. Une vraie réussite. » Les mots m'ont frappé en pleine poitrine, vif et froid. Ils y croyaient vraiment. Ils croyaient sincèrement avoir l'autorité de m'expulser de ma propre vie pour faire de la place aux illusions de Kellen. J'ai tendu la main sur le bureau en chêne, j'ai tranquillement débranché mon ordinateur portable de la station d'accueil, j'ai enroulé mes câbles étanches, et je les ai placés dans mon sac de sport robuste. Ma mère a soupiré. Un long soupir théâtral destiné à montrer son soulagement. Tu vois, je t'avais dit qu'il comprendrait. Méric fait toujours le gros du travail pour la famille. N'oublie pas d'enlever ces vilaines cartes marines du mur. Kellen a ri, balayant la caméra de son téléphone vers moi. Elle ruine l'esthétique que je recherche. J'ai un canapé en velours qui arrive demain. J'ai fermé la fermeture éclair de mon sac, je l'ai jeté sur mon épaule, et je les ai regardés tous les trois. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire d'un homme qui réalisait qu'il n'avait plus rien à perdre. Profite de l'espace, Kellen, dis-je doucement, ma voix calme et égale. Je suis passé devant eux, mes bottes lourdes résonnant sur le béton, et je suis sorti dans le vent glacial du port. Ils pensaient que mon silence était une reddition. Ils pensaient que j'étais le même cheval de trait obéissant que j'avais toujours été, mais ils avaient oublié un détail crucial à propos d'un homme qui travaille dans l'obscurité écrasante et suffocante des profondeurs de l'océan. Je sais comment gérer la pression. Je sais comment retenir ma respiration. Ils ne réalisaient pas que le bail commercial de ce bâtiment était uniquement au nom de ma société à responsabilité limitée. Ils ne connaissaient pas le piège juridique dans lequel ils venaient de tomber, et j'allais les laisser se noyer.
Jusqu'à quelle profondeur se laisserait-il couler avant de réaliser que l'eau leur était déjà passée par-dessus la tête? Le trajet de retour vers mon petit appartement en location m'a semblé plus long que d'habitude. La neige de Duluth tombait dru, transformant les lampadaires en halos jaunes et furieux. Mes doigts étaient blancs sur le volant, mais à l'intérieur, j'étais étrangement engourdi. Ce vol de mon entrepôt n'était pas un incident isolé. C'était simplement le grand final d'une vie entière à être traité comme un distributeur automatique de billets humains et un échec désigné. Mon esprit a commencé à parcourir le musée de la douleur que ma famille avait construit pour moi au fil des ans, pièce par pièce, exposition par exposition. Exposition A, ma remise de diplôme de l'Académie de plongée professionnelle à Seattle. C'était le jour le plus fier de ma vie. J'avais survécu à un programme éreintant de 6 mois qui avait brisé la moitié des hommes qui y étaient entrés. Je me tenais sur le pont dans mon uniforme de cérémonie, attendant ma famille. Ils ne sont jamais venus. Quand j'ai finalement eu ma mère au téléphone, elle semblait agacée que j'ai appelé. Kellen a attrapé une mauvaise grippe, Merrick, avait-elle dit, sa voix dégoulinant d'une sollicitude maternelle pour lui. Il était si stressé par ses examens universitaires que son système immunitaire s'est tout simplement effondré. Nous ne pouvions absolument pas le laisser seul. Envoie-nous juste une photo, d'accord? J'ai passé cette nuit à manger un sandwich rassis dans une chambre de motel, seul, en regardant mon certificat durement gagné. Exposition B, l'appel téléphonique il y a 3 ans. Mon père avait exigé que je lui vire 15 000 $ pour rembourser une dette de carte de crédit à taux d'intérêt élevé. Il prétendait que la banque allait saisir leur maison. J'étais sur un bateau de plongée dans le golfe du Mexique à l'époque. J'ai contracté un prêt personnel à taux d'intérêt élevé pour lui envoyer l'argent, terrifié à l'idée qu'il se retrouve à la rue. 2 semaines plus tard, Kellen a posté un vlog depuis un vol en première classe vers Dubaï, se vantant de son nouveau style de vie luxueux. Quand j'ai confronté mon père, il m'a dit d'arrêter d'être jaloux. Ton frère fait du réseautage, Merrick. C'est un investissement dans son avenir. Tu gagnes bien ta vie avec tes petites constructions sous-marines. Tu peux facilement rembourser ce prêt. Ne sois pas égoïste. Exposition C, le jour où j'ai failli mourir. J'effectuais une inspection sur un pilier de pont rouillé quand mon tuyau d'air s'est coincé sous un morceau de béton qui s'était déplacé. Je suis resté coincé dans l'eau froide et sombre pendant 45 minutes angoissantes, tandis que ma bouteille de secours se vidait lentement jusqu'à plus rien. Quand ils m'ont finalement remonté, j'étais en hypothermie et je tremblais si violemment que je me suis ébréché une dent. Dès que j'ai eu du réseau sur le bateau médical, j'ai appelé ma mère. J'avais besoin d'entendre sa voix. J'avais besoin de réconfort. Elle a répondu à la 2e sonnerie, chuchotant furieusement. Merrick, je ne peux pas parler maintenant. Kellen fait une séance photo en direct pour une marque de poudre de protéines dans le salon, et tu ruines sa concentration avec le téléphone qui sonne. Rappelle la semaine prochaine. Elle a raccroché. J'étais assis, enveloppé dans une couverture thermique, écoutant la tonalité, réalisant que je pouvais disparaître de la surface de la Terre, et qu'il ne le remarquerait que lorsque le chèque cesserait d'arriver. Mais le souvenir qui me faisait serrer la mâchoire le plus fort était le fonds médical d'urgence. Au cours des 4 dernières années, j'avais lentement constitué un compte d'épargne joint avec ma mère, strictement destiné aux urgences au cas où je me blesserais au travail et ne pourrais plus travailler. La plongée professionnelle détruit vos articulations et votre ouïe. C'était mon filet de sécurité. Il y a 3 mois, je me suis connecté à l'application bancaire pour vérifier le solde. L'intégralité du compte, 22 000 $, avait disparu, vidé jusqu'à 0. Quand j'ai confronté ma mère, elle a fondu en larmes. Son arme ultime. Kellen avait besoin d'équipements d'éclairage professionnel et d'une avance pour une agence de marketing, Merrick. Il est si près de faire son premier million. Tu as une assurance. Tu t'en sortiras. Arrête d'essayer d'empêcher ton frère de réaliser son destin. Je pensais qu'acheter leur confort finirait par acheter leur amour. Je pensais que si je résolvais suffisamment de leurs problèmes, ils me regarderaient enfin avec la fierté qu'ils réservaient entièrement à un fils qui n'avait jamais travaillé un seul jour honnête de sa vie. J'étais un imbécile. J'avais volontairement livré mon sang, ma sueur et mon avenir à des gens qui ne me voyaient que comme un service public. J'ai garé mon camion sur le parking de l'appartement et j'ai coupé le moteur. Le silence dans la cabine était assourdissant. La colère que je ressentais n'était plus chaude et explosive. Elle était glaciale, calculée, et absolue.
L'argent était parti. L'abus émotionnel était permanent. Mais l'entrepôt, c'était différent. C'était à moi. Et le vrai déclic ne concernait plus seulement l'argent. C'était ce que j'allais trouver le lendemain matin, qui m'attendait dans la boue gelée devant mon propre bâtiment. Allais-je simplement fermer les yeux à nouveau? Ou serait-ce enfin le jour où je brûlerais le pont jusqu'aux fondations? Avant de pouvoir m'occuper des aspects juridiques de l'entrepôt, j'avais un travail à terminer. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Brandt, mon superviseur de plongée. Un câble de communication sous-marin avait été endommagé par une barge de dragage près des îles Apostles, et ils avaient besoin d'une équipe de réparation immédiatement. Le salaire était triplé, et honnêtement, j'avais besoin de m'éloigner de la terre. J'avais besoin de l'isolement de l'eau. 414 jours exténuants. J'ai vécu sur un bateau glacial, travaillant par quart, plongeant dans les profondeurs glacées du lac supérieur. L'eau était si froide qu'elle semblait être du feu liquide contre ma peau. Malgré la combinaison étanche chauffante, nous travaillions dans l'obscurité totale, guidant de lourdes machines au toucher et au sonar. C'était un travail épuisant, brutal, mais c'était honnête. Quand le contrat a pris fin, j'étais physiquement anéanti. Mes muscles me faisaient mal d'une douleur profonde et lancinante, et mon esprit était embrumé par le manque de sommeil. Brandt nous a ramenés à Duluth dans sa camionnette déglinguée. Tout ce que je voulais, c'était aller à mon entrepôt, effectuer un contrôle de diagnostic sur mon casque de plongée personnel, et dormir sur le petit lit de camp que je gardais dans la réserve arrière. Brandt s'est garé sur le trottoir devant mon bâtiment. J'ai pris mes sacs, j'ai dit au revoir, et j'ai marché vers l'entrée latérale, mais en tournant le coin, je me suis arrêté net. Mon cœur martelait contre mes côtes. Là, gisant dans la gadoue et la boue sale et glaciale de la ruelle arrière, se trouvait mon équipement. Kellen n'avait pas seulement pris le bureau. Il avait complètement vidé la salle de stockage à climat contrôlé. Mes caisses robustes étaient empilées au hasard contre le mur de briques. Mais pire, bien pire, c'est que certaines des caisses s'étaient ouvertes. Mon casque de plongée Kirby Morgan, une pièce d'équipement de survie spécialisée d'une valeur de plus de 4000 $, gisait sur le côté dans une flaque de neige sale à moitié fondue. Les connexions ombilicales étaient exposées au sable et au sel de la route. À côté, mes détendeurs de secours et les valves de ma combinaison étanche étaient éparpillés comme des ordures. Mes mains se sont mises à trembler. Ce n'était pas une blague sur mes vêtements ou mon style de vie. Cet équipement était ce qui me permettait de respirer quand il y avait 300 pieds d'eau écrasante au-dessus de ma tête. Un grain de sable dans une valve de détendeur à cette profondeur signifiait une défaillance catastrophique. Cela signifiait se noyer dans le noir. Kellen avait jeté mon équipement de survie dans la boue pour faire de la place à l'esthétique de son podcast. Je me suis approché et j'ai soigneusement soulevé le lourd casque en laiton et en fibre de verre de la gadoue. La visière était rayée. De la boue était incrustée à l'intérieur de la valve d'échappement. Je l'ai essuyée avec ma manche, ma poitrine se serrant d'une rage si pure qu'elle a brouillé ma vision. La porte latérale de l'entrepôt était légèrement ouverte. Je suis entré. L'espace était méconnaissable. Les murs que j'avais peints d'un bleu maritime apaisant étaient maintenant recouverts de mousse acoustique adhésive bon marché qui ressemblait à des dents noires déchiquetées. D'énormes et odieux éclairages annulaires étaient installés partout, brillant de mille feux. Et en plein centre de la pièce, exactement là où se trouvaient mes racks d'équipements spécialisés, il y avait un énorme et hideux canapé en velours rose. Kellen se tenait près du miroir, ajustant ses cheveux, parlant dans son téléphone. « Ouais, les gars, le studio Alpha est presque prêt. J'ai manifesté cet espace. Quand vous voulez quelque chose assez fort, l'univers vous le fournit. Il suffit juste d'éliminer l'énergie toxique qui vous retient. » Il ne m'a même pas remarqué, debout dans l'embrasure de la porte, tenant mon casque en ruine. Ma mère était dans le coin, arrangeant joyeusement de fausses plantes en plastique sur mon cher bureau en chêne. Vous pouvez insulter mes vêtements, mon compte en banque ou mon visage. Vous pouvez voler mes économies et me dire que je ne vaux rien, mais vous ne touchez pas à l'équipement qui me permet de respirer dans le noir. À cet instant, le frère que j'avais essayé de protéger pendant 32 ans est mort dans mon esprit, et l'entrepreneur offshore a pris le relais. J'ai fait demi-tour, je suis retourné dans le vent glacial, et j'ai délicatement placé mon équipement à l'arrière de mon camion. Le temps d'être le cheval de trait silencieux et serviable était terminé. J'allais le ruiner. Mais comment exactement allais-je lui faire payer pour chaque chose qu'il avait détruite?
Si votre famille a déjà détruit quelque chose pour lequel vous aviez travaillé dur simplement parce qu'elle ne le respectait pas, dites-le moi dans les commentaires. Voyons ce qui s'est passé ensuite. Le temps que je rentre à mon appartement et que je finisse de nettoyer et de tester méticuleusement mon casque de plongée, mon téléphone explosait. Les notifications fusaient comme une mitraillette. Je les ai ignorées au début, trop concentré pour m'assurer que l'eau salée et le sable n'avaient pas endommagé de façon permanente les joints primaires. Quand j'ai finalement pris le téléphone, j'ai vu que j'avais des dizaines d'appels manqués, principalement de parents, et un flot de messages de gens de ma ville natale. Mon cousin a texté « Mec, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je sais que tu es jaloux, mais c'est un comportement de psychopathe. » Un vieil ami du lycée a écrit « Je viens d'entendre le podcast de Kellen. Sérieusement, mec, tu as besoin d'une thérapie. » J'ai ouvert l'application de podcast. Kellen venait de publier un épisode spécial d'urgence intitulé « Survivre à la jalousie familiale toxique, mon frère a essayé de détruire mon empire ». Il avait déjà des milliers de téléchargements. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Kellen est sortie du haut-parleur, parfaitement modulée, empreinte d'une fausse tristesse. « Salut, la meute alpha », a-t-il commencé. « Aujourd'hui est un jour difficile. Je vous apprends à éliminer l'énergie négative. Mais c'est dur quand cette énergie est votre propre sang. Mon frère, Merrick, ne pouvait pas supporter mon succès. Il ne pouvait pas supporter que j'ai construit ce studio incroyable pendant qu'il fait encore du travail manuel. Et la nuit dernière, il m'a laissé un message vocal qui... Ça m'a brisé le cœur. Je veux que vous entendiez à quoi ressemble la vraie jalousie. Il y a eu une pause, un effet sonore dramatique, puis ma voix a retenti. Kellen, tu es un parasite. Je vais écraser tes petits rêves. Je vais tout te prendre. Tu es une ordure. Je me suis figé. La voix était la mienne. La cadence, la résonance profonde, le léger enrouement dû à des années de respiration d'air sec et comprimé, mais je n'avais jamais dit ces mots. Pas dans cet ordre. Jamais. Je l'ai réécouté. C'était saccadé, juste légèrement artificiel si on savait quoi écouter. Il avait utilisé un outil de clonage de voix par IA, entraîné sur les quelques vidéos que j'avais postées sur la logistique marine, combiné avec des bribes de vieux messages vocaux que je lui avais laissés pour lui demander de me rembourser. Il avait fabriqué une menace de mort. La ville se retournait contre moi. Les groupes Facebook locaux la partageaient. Des gens qui me connaissaient depuis toujours m'appelaient un perdant dangereux. Puis un texto de ma mère est apparu. « Merrick, nous avons entendu le podcast. Ton père est furieux. J'ai le cœur brisé. Kellen a une peur bleue de toi. Si tu viens simplement au studio demain et que tu t'excuses publiquement sur son stream, nous n'appellerons pas la police pour tes menaces. Sois un homme et arrange ça. » Ils me faisaient chanter. Ils avaient volé ma propriété, détruit mon équipement, fabriqué une menace pour booster les audiences de son podcast, et exigeaient maintenant que je m'humilie pour éviter un faux rapport de police. Je me suis assis à ma table de cuisine, regardant le téléphone. Kellen se croyait un génie en jouant sur Internet. Il pensait avoir été plus malin que le stupide col bleu, mais il a commis une erreur fatale. Il était si obsédé par ses caméras et ses éclairages qu'il a oublié que j'étais un entrepreneur en logistique sous-marine qui traitait des millions de dollars de données d'entreprises sensibles. Quand j'ai rénové cet entrepôt, je n'ai pas seulement mis de jolis sols. J'ai installé un système de sécurité 4K en circuit fermé de qualité commerciale, câblé directement sur le serveur caché du bâtiment, avec des caméras à l'intérieur, 2 à l'extérieur, enregistrant l'audio et la vidéo 24 heures sur 24, et sauvegardant sur un serveur cloud dont ils ne connaissaient même pas l'existence. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté au portail sécurisé, et j'ai récupéré les images du jour où ils ont pris les clés. On y voyait Kellen rire, insulter mon travail. On y voyait ma mère lui remettre les clés. Puis j'ai récupéré les images d'hier. J'ai regardé en haute définition cristalline Kellen traîner mes précieuses caisses Pélican par la porte latérale, donner un coup de pied dans mon casque de plongée dans la boue, et rire avec un ami au téléphone en disant qu'il s'était enfin débarrassé des déchets du perdant. J'ai téléchargé chaque clip. J'avais la preuve du vol, du vandalisme, et de l'occupation illégale. Il avait un faux audio. J'avais la réalité implacable. Il voulait jouer la victime sur Internet. Très bien, mais j'allais lui présenter un système qui se fichait de son nombre d'abonnés.
Qu'est-ce qu'un juge dirait en voyant le Golden Boy détruire des milliers de dollars d'équipement de sauvetage? Je n'ai pas rappelé ma mère. Je n'ai pas texté Kellen. Le lendemain matin, j'ai mis une chemise propre, j'ai pris un épais dossier contenant les documents du bail, les images de sécurité sur une clé USB, et les factures des rénovations de l'entrepôt, et j'ai conduit jusqu'au centre-ville. Je me suis garé devant un élégant bâtiment en verre et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage. Les lettres dorées sur la porte indiquaient « Ridley et associés, droit des sociétés et maritimes ». Ridley était un requin. C'était une avocate d'affaires qui m'avait aidé à créer ma SARL et à naviguer dans des litiges complexes de contrats offshore. Elle portait des tailleurs élégants, buvait son café noir, et avait le tact d'un tireur d'élite. Je suis entré dans son bureau et j'ai posé le dossier sur son lourd bureau en acajou. « Méric, dit-elle en levant les yeux de son ordinateur portable. On dirait que tu es sur le point de couler un cuirassé. Qu'est-ce qui se passe? Je dois expulser un squatter, dis-je en m'asseyant dans le fauteuil en cuir. Et je dois le poursuivre pour destruction de biens et diffamation. Ridley a haussé un sourcil. Elle a ouvert le dossier et a commencé à lire. Je lui ai fait écouter le faux audio du podcast, puis j'ai branché la clé USB et lui ai montré les images de sécurité de Kellen donnant des coups de pied dans mon équipement de survie dans la gadoue. Pendant qu'elle regardait la vidéo, son expression n'a pas changé, mais ses yeux sont devenus froids. « C'est ton frère ?» demanda-t-elle, mettant la vidéo en pause juste sur le visage rieur de Kellen. « Biologiquement, oui », ai-je répondu. Ridley s'est penché en arrière et a tapoté son stylo contre son menton. Elle a sorti le contrat de bail commercial. C'est magnifique, Méric. Parce que vous avez loué cette propriété sous votre SARL pour la logistique industrielle et commerciale, les lois d'expulsion résidentielle standard ne s'appliquent pas. Il n'est pas un locataire. Il n'a aucun droit, aucune domiciliation postale établie, aucun accord verbal avec le preneur de bail, qui est votre entreprise. D'un point de vue juridique, votre famille commet une violation de propriété commerciale et une occupation non autorisée d'une installation d'entreprise. La police peut-elle l'expulser, ai-je demandé. Pas seulement la police. La division civile du shérif, corrigea Ridley, un sourire dangereux effleurant les coins de sa bouche. Nous déposons une injonction d'urgence pour violation de propriété commerciale. Nous montrons à un juge ces images de lui endommageant de l'équipement spécialisé vital pour votre entreprise. Nous obtenons une ordonnance d'expulsion immédiate. Pas de préavis de 30 jours, pas d'avertissement. Elle a commencé à taper rapidement sur son clavier. Il organise un grand événement de lancement pour son studio lundi matin, n'est-ce pas? C'est ce que disent les blogs locaux. Ouais, il a des sponsors qui regardent. Il essaie d'obtenir un contrat avec un grand réseau. Ridley m'a regardé par-dessus ses lunettes, ses yeux vifs et scrutateurs. Je peux envoyer une mise en demeure aujourd'hui. Les avertir. Leur donner une chance de faire leur carton et de partir tranquillement pendant le week-end. C'est la manière la plus propre. J'ai regardé par la fenêtre de Ridley l'horizon gris de Duluth. J'ai pensé à la remise de diplôme qu'ils avaient manqué. J'ai pensé à mon père exigeant 15 000 $. J'ai pensé à ma mère vidant mon fonds médical. J'ai pensé à mon casque dans la boue et à la ville pensant que j'étais un monstre à cause d'une fausse bandia. Un avertissement ne leur donnerait que le temps d'inventer un nouveau mensonge, de pleurer sur Internet, de cacher les dégâts. Non, dis-je, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Pas d'avertissement. Je veux que l'injonction soit déposée pour lundi matin. Je veux que le shérif franchisse ses portes pendant que ses caméras tournent. Vraiment? Ridley a cessé de taper. Elle m'a fixé pendant un long moment, s'assurant que je comprenais la gravité de ce que je demandais. Votre famille ne vous pardonnera jamais ça, Méric. C'est l'option nucléaire. Ils ont brûlé le pont, Ridley. Je ne fais qu'appeler une frappe aérienne sur les ruines. Elle a hoché la tête une fois, un geste de respect professionnel absolu. Considérez que c'est fait. J'aurai les papiers signés par un juge vendredi après-midi. Le shérif exécutera l'ordonnance à exactement 9 h du matin lundi. Nous déposons également une plainte au civil pour les 74 000 $ de rénovation, les 4 000 $ du casque, et les plaintes pour diffamation. Je me suis levé pour partir. Frappez fort, Ridley. Je veux que le monde regarde le verre se briser, a-t-elle répondu. Et en sortant de son bureau, j'ai senti le poids lourd et écrasant des 32 dernières années commencer à se soulever de ma poitrine.
Lundi allait être un bain de sang. Mais combien de personnes exactement regarderaient l'empire du Golden Boy s'effondrer en poussière? Lundi matin est arrivé avec un vent mordant et amer balayant le lac. Le ciel avait la couleur du fer meurtri. J'ai garé mon poids lourd Ford en face de l'entrepôt à 8h30 du matin. Je n'étais pas seul. Brandt, mon superviseur de plongée, était assis sur le siège passager, sirotant un énorme thermos de café noir. Je lui avais tout raconté pendant le week-end. C'était un homme de peu de mots. Mais quand j'ai fini l'histoire, il a simplement dit « Je viens avec toi pour regarder le rat se noyer ». Nous étions assis dans le camion au ralenti, le chauffage à fond, regardant le bâtiment en briques rouges. La Porsche de location de Kellen était garée illégalement sur le trottoir juste devant. Le VUS de mes parents était garé derrière. À travers les grandes fenêtres industrielles, je pouvais voir les lumières LED roses et bleues, criardes et odieuses, qu'ils avaient installées. J'ai sorti mon iPad et j'ai ouvert le lien du direct de Kellen. Il faisait un compte à rebours avant l'émission. L'écran montrait l'intérieur de mon entrepôt, complètement profané. Il avait accroché une énorme enseigne au néon qui disait « Alpha Ustl » juste au-dessus de l'endroit où je passais en revue les cartes sonars. « Regarde-moi ce clown », marmonna Brandt en secouant la tête. À exactement 8h55, Kellen est entré dans le champ. Il portait un col roulé noir moulant et une chaîne en argent, tenant une tasse qui disait « PDG ». Ma mère était visible en arrière-plan, applaudissant silencieusement, le regardant comme s'il était la seconde venue du Christ. Mon père se tenait à côté d'elle, la poitrine bombée dans un blazer bon marché. « Bienvenue, la meute Alpha », cria Kellen à la caméra, son faux enthousiasme réglé à 100. « Bienvenue à la grande ouverture du studio Alpha Ustl. Ceci est la preuve que si vous éliminez le poids mort de votre vie, si vous faites taire les jaloux, l'univers vous récompense. » Le compteur de spectateurs dans le coin supérieur de l'écran grimpait rapidement. 10 000, 20 000, 30 000. Les gens se connectaient pour les cadeaux promis et les prétendus secrets du succès. Je veux remercier mes parents, continua Kellen, promenant la caméra dans la pièce. Ils ont cru en ma vision quand certains autres membres de la famille toxique ont essayé de me démolir. Ils savaient que cet espace était destiné à la grandeur, pas à stocker de la camelote rouillée. J'ai pris une gorgée de mon café. L'horloge numérique sur mon tableau de bord est passée à 8h59. Nous avons de gros sponsors alignés aujourd'hui, les gars, se vanta Kellen en ajustant son col. Nous changeons la donne. Nous construisons un empire que personne ne peut toucher. Le nombre de spectateurs a atteint 40 000. Kellen a souri, son sourire d'1 million de dollars. À exactement 9h du matin, un VUS blanc avec le sceau du shérif du comté sur la porte a tourné au coin de la rue et s'est garé juste derrière la Porsche de location de Kellen. Ses gyrophares n'étaient pas allumés, mais sa présence était lourde et indéniable. 2 adjoints en sont sortis. L'un tenait un épais presse-papier. Brandt s'est penché en avant, souriant dans sa tasse de café. « C'est parti, mon frère. » Sur l'écran de l'iPad, Kellen parlait toujours. « Cet empire est bâti sur la vérité, les gars. Bâti sur. » Il s'est arrêté. Les lourdes portes métalliques latérales de l'entrepôt ont grincé bruyamment en s'ouvrant, le son résonnant à travers ses microphones coûteux. Kellen s'est retourné, un air agacé sur le visage, prêt à crier sur quiconque interrompait son direct. Les 2 adjoints sont entrés dans le champ, leurs bottes faisant un bruit sourd sur le sol en béton que j'avais coulé. La caméra tournait toujours, capturant chaque seconde pour 40 000 spectateurs en direct. Le sourire de Kellen a disparu, remplacé par un regard de panique totale, comme un cerf pris dans les phares. La tempête était arrivée et il n'y avait nulle part où se cacher. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous voulez savoir le prix que Kellen paiera lorsque la police fera une descente chez lui, veuillez aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne, et laisser un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire et de la vidéo a touché plus de spectateurs. Merci beaucoup. Les lourdes portes métalliques de mon entrepôt se sont refermées derrière les 2 adjoints avec un bruit sourd qui semblait faire vibrer le sol. L'adjoint le plus âgé, un homme grand avec une moustache grisonnante et une expression sérieuse, s'est avancé directement sous la lumière aveuglante des éclairages annulaires coûteux de Kellen. Il n'a pas regardé la caméra. Il se fichait de l'esthétique. Il a regardé droit vers mon frère. Sur l'écran de mon iPad, j'ai vu le chat en direct sur le côté du lecteur vidéo exploser littéralement. Il y a une seconde,
il était plein d'émojis de feu et de gens posant des questions sur la culture du succès. Maintenant, c'était une cascade de points d'interrogation et de gens demandant si c'était une blague. Kellen a essayé de retrouver son sang-froid. Il a bombé le torse, tentant de canaliser cette fausse énergie de mâle alpha qu'il vendait à ses abonnés. Il a affiché un sourire condescendant et a fait un pas vers les officiers. « Excusez-moi, messieurs les agents, » dit Kellen, sa voix dégoulinant d'une confiance forcée. « Nous sommes en plein milieu d'une diffusion en direct massive en ce moment. Une diffusion mondiale, en fait. Si vous avez besoin d'indications ou quelque chose, vous devez sortir. C'est un événement d'entreprise privée. » L'adjoint le plus âgé n'a même pas scié. Il a sorti de son épais dossier en cuir une pile de papiers juridiquement reliés avec le sceau rouge du tribunal du comté estampillé sur le devant. « Êtes-vous Kellen Orson » demanda l'adjoint, sa voix assez forte pour que les microphones coûteux captent parfaitement chaque syllabe. « Oui, je suis le PDG de ce studio » répondit Kellen, jetant un regard nerveux à l'objectif de la caméra, réalisant que 40 000 personnes le regardaient se faire confronter par les forces de l'ordre. Mais comme je l'ai dit, vous interrompez mon. Monsieur Orson, une injonction civile d'urgence et une ordonnance d'expulsion immédiate vous sont signifiées, l'interrompit l'adjoint, son ton complètement plat et autoritaire. Vous commettez actuellement une violation de propriété commerciale sur une installation d'entreprise louée à titre privé. Vous avez exactement 10 minutes pour rassembler vos effets personnels et quitter ce bâtiment, où vous serez placé en état d'arrestation pour violation de propriété criminelle et destruction de biens. Le silence qui a suivi était absolu. À l'écran, le faux bronzage de Kellen a soudainement pris une teinte jaunâtre et maladive. Sa mâchoire est tombée. Le chat du direct défilait si vite que le texte devenait flou. Les gens enregistraient leur écran. Les gens riaient. Quoi, balbutia Kellen, toute sa bravade alpha s'évaporant complètement dans les airs. Non, non, non. Il y a un énorme malentendu. C'est ma propriété. Je l'ai manifesté. Mes parents me l'ont donné. Juste à ce moment-là, ma mère s'est frayé un chemin dans le cadre de la caméra. Son visage était rouge foncé d'indignation. Elle s'est approchée de l'adjoint en agitant frénétiquement les mains. « Monsieur l'agent, vous faites une terrible erreur » a-t-elle crié, pointant un doigt accusateur vers la caméra. « C'est notre bâtiment. Enfin, il appartient à notre autre fils, Merrick. Mais c'est une propriété familiale. J'ai donné les clés à Kellen moi-même. Nous avons tout à fait le droit d'être ici. Merrick fait juste une crise de jalousie parce que son frère est célèbre. » L'adjoint a regardé ma mère avec un mélange de pitié et d'extrême agacement. Il a tourné à la 2e page de l'ordonnance du tribunal. « Madame, peu m'importe qui a donné une clé à qui. Selon le greffier du comté et le juge président du tribunal de district, cette propriété commerciale est louée exclusivement par Subsea Logistique, société à responsabilité limitée, qui est entièrement détenue et exploitée par un certain monsieur Merrick Orson. Il n'y a pas de bail résidentiel ici. Il n'y a pas d'acte de propriété familiale. C'est une installation de logistique maritime commerciale. » L'avocate de monsieur Orson a fourni des images de sécurité en haute définition de cet homme. L'adjoint a pointé un doigt épais directement sur Kellen, vandalisant la propriété commerciale et occupant illégalement les lieux. « Maintenant, allez-vous sortir par la porte, ou dois-je appeler des renforts pour vous faire sortir menotté ?» Mon père est entré dans le champ à son tour. Le rôle de dur qu'il jouait toujours avec moi avait complètement disparu. Il avait l'air petit, vieux et terrifié. « Kellen » a chuchoté mon père fort, en lui attrapant le bras. « Éteins la caméra. Éteins-la tout de suite. » Mais Kellen était complètement figé. Il fixait les 40 000 spectateurs qui regardaient tout son empire s'effondrer en temps réel. Il a tendu une main tremblante et a finalement appuyé sur le bouton d'alimentation de l'équipement de streaming. L'écran de mon iPad est devenu noir. Le direct était terminé. Assis dans le camion de l'autre côté de la rue, Brandt a laissé échapper un rire grave et profond. Il a pris une longue gorgée de son café noir et s'est adossé au repose-tête. « Eh bien, je suis damné, » dit doucement Brandt. « Tu n'as pas seulement coulé son bateau, Merrick. Tu as fait sauter tout le quai. » Je fixais l'écran noir de l'iPad. L'empire de Kellen avait brûlé en exactement 4 minutes. Mais légalement, l'expulsé n'était que la première phase. L'expulsé concernait juste la propriété. La phase 2 allait détruire l'illusion sur laquelle ils avaient bâti toute leur vie.
La vraie tempête ne faisait que commencer. Pendant les 2 jours suivants, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Les retombées étaient nucléaires. Le désastre du direct de Kellen avait été découpé, édité, et reposté sur toutes les principales plateformes de médias sociaux. Le Golden Boy, le Alpha Hustley, se faisant expulser d'un entrepôt volé par le shérif lors de sa propre grande inauguration en direct. Internet l'a mis en pièces. Ses sponsors l'ont immédiatement lâché. La société de poudre de protéines a publié une déclaration publique se distanciant de lui. Mon père m'a laissé 22 messages vocaux. J'ai écouté le premier juste pour prendre sa température. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Sa voix tremblait d'une rage laide et venimeuse. « Tu es un traître à ton propre sang, Merrick » a hurlé mon père dans le récepteur. « Tu nous as humiliés devant toute la ville. Tu as détruit l'avenir de ton frère pour une pièce vide que tu n'utilises même pas. Tu es mort pour moi. Ne montre plus jamais ton visage à la maison. » J'ai supprimé les messages vocaux sans écouter le reste. Je ressentais une étrange paix froide s'installer en moi. Je passais mes journées à travailler avec Brandt au chantier naval, à faire recalibrer mon équipement, et mes soirées à l'entrepôt, arrachant lentement la mousse acoustique bon marché que Kellen avait collée sur mes murs. Mercredi soir, j'étais sur une échelle en train de frotter la colle sur la brique quand mon nouveau téléphone portable privé a sonné. J'avais changé de numéro et ne l'avais donné qu'à Ridley, Brandt, et mes principaux clients. J'ai essuyé mes mains sur mon jean et j'ai regardé l'écran. C'était un numéro inconnu, mais l'indicatif régional était local. J'ai répondu avec prudence. « Merrick » demanda une voix de femme. C'était une voix que je n'avais pas entendue depuis près de 3 ans. Elle semblait fatiguée, lourde d'un épuisement que je comprenais trop bien. « Tansin » ai-je demandé en descendant de l'échelle. Tansin était l'ex-fiancée de Kellen. C'était une femme brillante, une développeuse de logiciels qui avait créé sa propre start-up technologique à succès. Il y a 3 ans, Kellen avait brusquement rompu les fiançailles, affirmant que Tansin était une croqueuse de diamants qui essayait de voler ses idées et de ruiner sa marque. Mes parents avaient gobé l'histoire, dépeignant Tansin comme un monstre. Elle avait quitté la ville discrètement, et nous ne nous étions plus jamais parlé. J'ai vu la vidéo du shérif, dit Tansin, laissant échapper un rire sec et sans humour. Je dois admettre que le voir se tortiller en direct était le moment fort de mon année. Tu t'es enfin réveillé, n'est-ce pas? Je me suis réveillé, ai-je confirmé en me dirigeant vers mon bureau. Pourquoi appelles-tu, Tansin? Je pensais que tu avais déménagé à Chicago. C'est le cas, répondit-elle. Mais quand j'ai vu ce qu'il a essayé de te faire avec cet enregistrement de podcast bidon, je ne pouvais plus rester silencieuse. Ton frère est un sociopathe, Merrick. Il m'a fait exactement la même chose quand nous avons rompu. Il a inventé une histoire pour se faire passer pour la victime. Mais j'ai quelque chose que tu dois voir. Quelque chose qui explique pourquoi il était si désespéré de voler ton entrepôt pour ses sponsors. 1 heure plus tard, j'étais assis dans un dîner calme et faiblement éclairé en périphérie de la ville. La neige tombait abondamment derrière la fenêtre. Tansin est entrée, secouant la neige de son lourd manteau de laine. Elle avait l'air plus vive, plus dure que dans mon souvenir. Elle s'est assise dans la banquette en face de moi, a commandé un café noir, et n'a pas perdu de temps en bavardage. Elle a sorti un épais dossier manie de son sac en cuir. Elle l'a fait glisser sur la table en formica rayée. Il n'a pas seulement volé ton bureau, Merrick, dit Tansin, sa voix baissant à un murmure grave et sérieux. Ouvre-le. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies de relevés bancaires, de contrats de prêt, et de factures de cartes de crédit. J'ai parcouru les chiffres, mon estomac se nouant à mesure que le calcul commençait à se faire. Kellen était en train de se noyer. Il devait plus de 60 000 $ de prêts prédateurs à taux d'intérêt élevé. Il avait épuisé le plafond de cette carte de crédit différente pour payer ses locations de voitures de luxe, ses costumes de marque, et ses faux abonnés. Il est fauché, ai-je murmuré, fixant un dernier avis d'une agence de recouvrement de créances. Pire que fauché, me corrigea Tansin. Il est désespéré. Mais regarde la dernière page, Merrick. Regarde d'où vient l'argent de départ pour son équipement de podcast. J'ai tourné à la dernière page du dossier. C'était un reçu de virement bancaire d'une coopérative de crédit local. C'était un compte que je reconnaissais. C'était le fonds de retraite de mon père.
Le fonds Corson avait passé 30 ans à constituer à l'usine. Kellen avait convaincu notre père de co-signer un prêt commercial en utilisant l'intégralité du compte de retraite comme garantie. Et Kellen était en défaut de paiement depuis 3 mois. Mon sang se glaça. Mon père va tout perdre, dis-je, la réalité s'abattant sur moi. Kellen a volé sa retraite. Et tes parents pensent toujours que Kellen est un millionnaire, dit Ansin en prenant une gorgée de son café. Ils pensent que tu es le méchant. Ils organisent un grand dîner d'anniversaire ce vendredi au Country Club, n'est-ce pas? Kellen va utiliser ce dîner pour demander à ton père une deuxième hypothèque sur la maison pour sauver l'empire que tu aurais prétendument détruit. Tu dois l'arrêter. J'ai refermé le dossier, mes mains tremblant légèrement, non pas de peur, mais d'une rage si profonde qu'elle ressemblait à de la clarté. J'ai regardé Tansin. Je ne vais pas seulement l'arrêter. Je vais l'achever. Vendredi soir est arrivé. L'air hivernal était assez vif pour fendre le verre. Mes parents célébraient leur 35e anniversaire de mariage dans la salle à manger privée du Country Club du port de Duluth. C'était un endroit qu'ils ne pouvaient pas se permettre, payé avec une carte de crédit qui était sans aucun doute au maximum. Ils avaient invité toute la famille élargie, tantes, oncles, cousins, et quelques vieux copains de beuverie de mon père qui adoraient les commérages. J'étais techniquement banni de l'événement selon les messages vocaux de mon père, mais je n'allais pas manquer ça. Je suis arrivé avec 20 minutes de retard, franchissant les lourdes portes doubles du Country Club avec une épaisse mallette noire dans une main et un projecteur numérique de haute puissance dans l'autre. Je portais un costume sombre, celui que je réservais habituellement pour les réunions avec les cadres maritimes. En approchant de la salle à manger privée, je pouvais entendre le cliquetis des verres à vin coûteux et le rire fort et bruyant de mon père. J'ai poussé les portes en acajou. La pièce était chaude, sentant le rôti de bœuf et le parfum cher. Une longue et élégante table était dressée pour 20 personnes. Mon père était assis en bout de table, le visage rougi par le vin. Ma mère était assise à sa droite, portant un nouveau collier de perles. Et il y avait Kellen, assis à sa gauche, ressemblant à un chiot blessé, jouant parfaitement la victime. Au moment où les lourdes portes se sont refermées derrière moi, toute la pièce est devenue silencieuse. On aurait pu entendre une épingle tomber sur l'épaisse moquette. Ma tante Whitney a eu le souffle coupé, couvrant sa bouche. Le sourire de mon père a instantanément disparu, son visage se tordant en un masque de NI2. Il s'est levé, jetant sa serviette sur la table. « Qu'est-ce que tu fiches ici » aboya Orson, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. « Je t'ai dit que tu n'étais plus le bienvenu dans cette famille. Tu as humilié ton frère. Tu as humilié ta mère et moi. Sors avant que je ne fasse appel à la sécurité pour te jeter dehors. » Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai marché calmement jusqu'au fond de la pièce, jusqu'à la petite table de service qui se trouvait parfaitement devant l'écran de projection blanc que le club utilisait pour les présentations d'entreprise. « Joyeux anniversaire, papa » dis-je en posant le projecteur et en le branchant sur la prise murale. « Je sais que je suis en retard, mais j'ai apporté un cadeau. Un petit projet d'histoire familiale. » Les yeux de Kellen se sont dirigés nerveusement vers le projecteur. « Papa, fais-le partir. Il est juste là pour faire une scène. Il est instable. » Ma mère s'est levée, posant une main tremblante sur sa poitrine. « Merrick, s'il te plaît. N'as-tu pas fait assez de dégâts? Tu as ruiné le lancement de Kellen. Tu l'as forcé à perdre ses sponsors. Laisse-nous en paix. » La paix, ai-je répété le mot, goûtant son amertume. J'ai ouvert ma mallette, j'ai sorti mon ordinateur portable, et j'ai connecté le câble HDMI. Vous ne connaissez pas le sens de ce mot. Vous vouliez une vraie réussite pour cette famille. Vous vouliez savoir pourquoi j'ai expulsé un squatteur de mon installation commerciale. J'ai pensé qu'il était temps de montrer à tout le monde la vérité. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation du projecteur. La lumière bleue vive a traversé la pièce sombre, illuminant l'écran blanc derrière mon père. Mon père a marché vers moi, les poings serrés. « Éteins cette saloperie tout de suite, espèce de jaloux. » « Asseyez-vous, Orson, » dit une voix depuis l'embrasure de la porte. Tout le monde s'est retourné. Debout à l'entrée de la salle à manger se tenait Ridley, mon avocate d'affaires, absolument redoutable dans un costume anthracite impeccable. À côté d'elle se tenait Brandt, les bras croisés sur sa poitrine massive, ressemblant à un mur de briques humains.
Il s'agit d'une présentation juridique privée concernant la diffamation de Subsea Logistique SARL, déclara froidement Ridley en brandissant un épais dossier. Toute tentative d'agression contre mon client entraînera des poursuites pénales immédiates. Je suggère à tout le monde de s'asseoir et de profiter du spectacle. Mon père a regardé la taille de Brandt, puis le regard froid de Ridley, et a lentement reculé, se laissant retomber sur sa chaise en bout de table. Kellen transpirait maintenant. Je pouvais voir la panique monter dans sa poitrine. Papa a levé son verre pour porter un toast à mon humiliation plus tôt, dis-je en regardant autour de la pièce tous les parents qui m'avaient jugé pendant des années. J'ai pris la télécommande. Mais j'ai ma propre présentation. Commençons par l'histoire selon laquelle je suis un travailleur manuel égoïste et fauché qui vole sa famille. J'ai cliqué sur la télécommande et la première diapositive a illuminé la pièce. La vraie explosion était enfin là. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous appréciez l'histoire, veuillez commenter, terminer, ci-dessous. C'est un code secret pour mes vrais fans et je mettrai un cœur et répondrai à chaque commentaire contenant ce mot. La première diapositive sur l'écran géant était un scan haute résolution du contrat de bail commercial de l'entrepôt du port. J'ai utilisé le pointeur laser pour encercler le nom du locataire, Subsea Logistique SARL. J'ai encerclé le nom du garant, Mary Corson. Mettons les choses au clair sur la propriété d'abord, dis-je, ma voix résonnant clairement contre les murs. Ma mère a dit à tout le monde dans cette pièce qu'elle avait gracieusement offert l'entrepôt à Kellen. C'était un mensonge. Mes parents ne possèdent pas un seul centimètre carré de ce bâtiment. Je l'ai loué sous ma société. J'ai payé 74 000 $ pour le rénover avec mon propre argent. Kellen est entré par effraction dans une installation commerciale verrouillée, a vandalisé pour 4 000 $ de matériel de plongée de survie, et a essayé de se l'approprier. Des murmures ont éclaté parmi les tantes et les oncles. Ma tante Whitney s'est penchée en avant, plissant les yeux pour lire le document de bail. Ma mère s'est affaissée sur sa chaise, son visage devenant blême. Mais ce n'est que de l'immobilier, ai-je continué en passant à la diapositive suivante. Kellen est allé sur un podcast et a dit au monde entier que je l'avais menacé. Il a diffusé un clip audio de moi le traitant d'ordure. Cela a presque ruiné ma réputation professionnelle. J'ai appuyé sur un bouton de mon ordinateur portable. Le clip audio que Kellen avait diffusé a retenti dans les haut-parleurs de la pièce. Kellen, tu es un parasite. Je vais écraser tes petits rêves. Je vais tout te prendre. Tu es une ordure. Ça a l'air terrible, n'est-ce pas, ai-je demandé à la pièce silencieuse. On dirait un monstre. Mais voici le problème quand on vole un entrepreneur en logistique sous-marine. Je traite des données sonars numériques. Je sais comment trouver des empreintes numériques. J'ai cliqué sur la télécommande. L'écran s'est divisé en deux. À gauche, la forme d'onde audio du clip de podcast de Kellen. À droite, le rapport de métadonnées original que Ridley avait commandé à un expert en informatique légale. L'audio a été fabriqué à l'aide d'un outil de clonage de voix par IA, ai-je expliqué, en regardant le visage de Kellen devenir couleur de cendre. L'expert a trouvé l'horodatage exact et la signature logicielle que Kellen a utilisée pour synthétiser ma voix. Il a inventé une menace de mort pour gagner de la sympathie et des sponsors. C'est un mensonge, a crié Kellen en se levant de sa chaise. Il pirate des trucs. Il me piège. Assieds-toi, Kellen, gronda Brandt depuis le fond de la pièce, sa voix basse et dangereuse. Kellen s'est assis instantanément. Maintenant, dis-je en prenant une profonde inspiration. Parlons d'argent. Mon père a passé des années à dire à cette famille que je suis égoïste, que je ne contribue jamais, que Kellen est le vrai soutien de famille. J'ai de nouveau cliqué sur la télécommande. L'écran s'est soudainement rempli de relevés bancaires. Des centaines de lignes de virements surlignées, méticuleusement organisées par année. Des lignes rouges quittant mes comptes offshore, des lignes vertes entrant dans les comptes de mes parents. Voici la réalité, dis-je, ma voix montant juste un peu. La colère réprimée pendant des années s'échappant enfin. Il y a 6 ans, j'ai remboursé une dette de carte de crédit de 15 000 $ pour que mes parents ne perdent pas leur maison. Il y a 3 ans, j'ai payé 8 000 $ pour la chirurgie dentaire de ma mère. Chaque mois depuis 8 ans, j'ai payé les impôts fonciers de leur maison. Et il y a seulement 3 mois, ma mère a accédé illégalement à notre fonds médical d'urgence commun et a vidé 22 000 $ pour acheter à Kellen son équipement d'éclairage de podcast. J'ai appuyé sur le dernier bouton.
L'écran affichait un énorme chiffre en gras au bas de la feuille de calcul. Soutien financier total, 130 000 $. Le silence dans la pièce était absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber sur la moquette. Ma tante Whitney a regardé ma mère avec un pur dégoût. Mon père fixait l'écran, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Il n'avait aucune idée que le chiffre était si élevé. Il avait joyeusement vécu dans le déni, laissant ma mère canaliser l'argent de mon sang vers son Golden Boy. J'ai payé vos courses quand je dormais sur un pont en acier dans le golfe du Mexique, dis-je en regardant directement dans les yeux de mon père. J'ai payé vos impôts pendant que je risquais ma vie sous 300 pieds d'eau glaciale. Je vous ai donné 130 000 $ de ma vie. Et vous m'avez remercié en essayant de me rendre sans abri et de détruire ma carrière. Ma mère a finalement craqué. Elle a couvert son visage de ses mains et a commencé à sangloter de manière incontrôlable. Mais ce n'étaient pas les pleurs d'une femme qui éprouvait du remords. Je connaissais ses larmes mieux que personne. C'étaient les pleurs d'une manipulatrice qui avait enfin été traînée à la lumière et exposée devant tout son cercle social. Elle pleurait de peur de l'embarras, pas de regret. Kellen tremblait. Il regardait les membres de la famille se détourner de lui. Il a tenté une dernière carte désespérée. « Et alors » a-t-il crié, sa voix se brisant. « Tu gagnes bien ta vie. Tu étais censé aider la famille. Je suis en train de construire une marque. Je vais devenir millionnaire et j'allais te rembourser 10 fois. » J'ai arrêté. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air un long moment. J'ai regardé la porte. « Tu ne vas pas devenir millionnaire, Kellen, dis-je doucement. Tu ne seras même pas solvable. » Parce que je n'avais pas fini ma présentation. Je me suis écarté et la lourde porte en acajou de la salle à manger privée s'est ouverte. Tansin est entrée dans la pièce. Elle portait une superbe robe cramoisie, ayant tout l'air de la PDG de technologie à succès qu'elle était. Au moment où Kellen l'a vue, tout le sang a complètement quitté son visage. Il avait l'air sur le point de vomir sur le rôti de bœuf. « Bonjour, Kellen » dit doucement Tansin en passant devant Ridley et Brandt. Elle n'a pas regardé mes parents. Elle a marché droit au centre de la pièce et a jeté le lourd dossier Manny sur la table, juste à côté du verre de vin de mon père. Il a atterri avec un bruit sourd. « Qu'est-ce qu'elle fait ici » haleta ma mère, essuyant son visage taché de mascara. « C'est une menteuse. Elle a essayé de ruiner Kellen. » « La seule personne qui ruine Kellen, c'est Kellen » répondit froidement Tansin. Elle a regardé mon père. « Orson, votre Golden Boy vous a menti. Il n'a pas de sponsor. Il n'a pas d'empire. Il a une dépendance paralysante à paraître riche sur Internet. » Tansin a ouvert le dossier et a poussé les avis de recouvrement de créances vers mon père. Kellen doit plus de 60 000 $ de dettes de carte de crédit à taux d'intérêt élevé. Il loue ses voitures à l'heure. Il loue ses vêtements. Il est fauché. Mon père a regardé les papiers. Ses mains se sont mises à trembler. « Non » a-t-il murmuré. « Kellen, dis-lui qu'elle ment. » Kellen ne pouvait pas parler. Il hyperventilait, fixant le dossier comme si c'était un serpent venimeux. « Mais ce n'est pas le pire, Orson, » dit Tansin, sa voix abandonnant toute prétention de politesse. Elle a sorti le dernier document de virement bancaire et l'a fait glisser juste devant l'assiette de mon père. Regardez comment il a payé sa dernière avance d'agence de marketing. Regardez le numéro de compte. Mon père a pris le morceau de papier. Il a plissé les yeux sur les chiffres. Il a fallu quelques secondes à son cerveau pour traiter ce qu'il regardait. Quand il l'a finalement fait, la couleur a quitté son visage si vite que j'ai cru qu'il allait avoir une crise cardiaque. Ma retraite, s'étrangla Orson, sa voix à peine un murmure. Il a levé les yeux vers Kellen, ses yeux écarquillés par une horrible prise de conscience. Tu m'as fait co-signer ce prêt commercial. Tu as mis mon fonds de retraite en garantie. Tu m'as dit que c'était juste une formalité, que tes sponsors le rembourseraient en une semaine. Ils ont fait défaut sur le prêt il y a 3 mois, Orson, dit Tansin sans pitié. La banque a saisi la garantie. Votre fonds de retraite a disparu. Anéanti. Kellen a volé tout votre avenir pour acheter de faux abonnés sur les réseaux sociaux. La pièce a éclaté. Tante Whitney s'est levée et a commencé à crier sur ma mère. Mon oncle a pris son manteau et est sorti, dégoûté. Ma mère a poussé un cri plaintif et s'est jetée sur Kellen,
attrapant sa veste de costume. Dis-moi que ce n'est pas vrai, a-t-elle hurlé. Dis-moi que tu n'as pas volé ton père. Kellen l'a repoussé, s'effondrant complètement. Je devais le faire, a-t-il crié, des larmes coulant sur son visage. J'étais si proche. L'algorithme changeait. J'avais juste besoin d'un peu plus de capital pour devenir viral. C'est la faute de Méric. S'il m'avait juste donné son entrepôt tranquillement, les sponsors seraient restés. C'était un rat acculé, complètement déséquilibré, essayant toujours de blâmer l'homme dont il avait tenté de détruire la vie. Mon père s'est levé. Il avait l'air détruit. Une vie entière à projeter ses échecs sur moi et à construire ses rêves sur Kellen venait de s'effondrer en un tas de cendres. Il m'a regardé, ses yeux brûlants d'une rage désespérée et toxique. Parce que même maintenant, même après avoir vu la vérité absolue, il ne pouvait pas admettre qu'il avait tort. Il ne pouvait pas s'excuser. C'est toi qui as fait ça, gronda Orson, sa voix tremblant de pure haine. C'est toi qui l'as amené ici. Tu as lavé notre linge sale en public. Tu as ruiné cette famille. Méric, tu n'es pas mon fils. Tu m'entends? Tu es mort pour nous. La menace qui me terrifiait quand j'étais enfant sonnait maintenant comme la chose la plus faible et la plus pathétique du monde. Le rapport de force était absolu. J'ai regardé l'homme brisé en bout de table, et je n'ai ressenti qu'une pitié froide et dure. J'ai souri. C'était un vrai sourire cette fois. Parfait, dis-je en fermant mon ordinateur portable et en le jetant dans ma mallette. Parce qu'en tant qu'homme mort, je n'ai plus d'obligations financières. Ridley? Oui, Méric, répondit Ridley depuis la porte. Annuler le prélèvement automatique pour les impôts fonciers de mes parents demain matin, et couper immédiatement le plan d'assurance santé premium que je payais pour eux. Ma mère a cessé de pleurer instantanément. Elle m'a regardé avec une horreur pure et sans mélange. Méric, non. Ton père a besoin de ses médicaments pour le cœur. Nous ne pouvons pas nous permettre les primes. Vous devriez demander à votre Golden Boy de les manifester pour vous, dis-je froidement. J'ai pris ma mallette. Je ne les ai pas regardés. J'ai longé la table, dépassant les parents choqués, la mère en larmes, le père brisé, et le frère qui se noyait enfin dans ses propres mensonges. Quand je suis sorti par les lourdes portes en acajou dans la nuit glaciale du Minnesota, j'ai pris une profonde inspiration de l'air vif et glacial. Je ne me sentais plus lourd. Pour la première fois en 32 ans, je pouvais enfin respirer. 8 mois se sont écoulés depuis cette nuit au country club. La transition n'a pas été magiquement facile. Guérir d'une vie d'abus émotionnel ne l'est jamais. Il y a eu des nuits où je me suis réveillé en sueur froide, mon pouce planant sur le bouton de déblocage de mon téléphone, me demandant si je devais appeler ma mère juste pour m'assurer qu'il n'était pas à la rue. Le conditionnement est profond. Mais chaque fois que je sentais cette culpabilité s'insinuer, je conduisais jusqu'au port et je regardais mon entrepôt. Le bâtiment est entièrement à moi maintenant, à la fois légalement et émotionnellement. J'ai arraché toute trace du faux studio de Kellen. Les murs sont revenus à leur bleu maritime apaisant. La salle de stockage à climat contrôlé est remplie de robots sous-marins flambant neufs et de matériel de plongée impeccable. Mon entreprise, Subsea Logistique SARL, a littéralement explosé après que j'ai cessé de saigner mes profits à sec pour soutenir mes parents. Avec le capital supplémentaire, j'ai acheté un deuxième navire de ravitaillement offshore et j'ai embauché Brandt comme directeur des opérations à temps plein. Nous venons de signer un contrat pluriannuel avec un grand développeur de parcs éoliens offshore. Je gagne plus d'argent que je n'aurais jamais cru possible, et je le fais en travaillant dur dans le noir, là où ça compte. Quant à ma famille biologique, la frappe aérienne n'a laissé que des cratères. Kellen a essayé de se refaire une image de victime de la cancel culture, mais Internet a la mémoire longue et une pitié nulle. Il a été poursuivi par la banque pour le prêt en défaut et a dû déclarer faillite. Sans mon soutien financier, mes parents ne pouvaient pas se permettre leur hypothèque ou leurs impôts fonciers. Ils ont été contraints de vendre leur maison à une perte massive juste pour couvrir leurs dettes et les frais médicaux de mon père. Ils ont tous emménagé dans un appartement exigu de 2 chambres dans le mauvais quartier de la ville. Kellen travaille actuellement comme chef d'équipe dans un magasin de pièces automobiles à bas prix, vivant dans la chambre d'amis de ses parents à 28 ans. Tansin m'a envoyé une capture d'écran de son profil LinkedIn il y a quelques semaines. Il se présente comme un consultant indépendant en commerce de détail. Certaines personnes ne changent jamais. Ma mère essaie toujours de me contacter.
Elle utilise différents téléphones prépayés pour contourner ma liste de numéros bloqués. Elle laisse de longs messages vocaux larmoyants implorant le pardon. Elle me dit que la santé de mon père se dégrade, que Kellen est profondément déprimée, et que si je pouvais juste leur envoyer quelques milliers par mois, nous pourrions redevenir une vraie famille. Je n'ai jamais répondu à ces appels. Je supprime simplement les messages vocaux et je retourne au travail. J'ai appris une dure leçon sous la pression écrasante de l'océan. Quand vous êtes à 300 pieds sous l'eau et qu'un équipement lourd s'en mêle désespérément dans votre ligne de vie, vous tirant vers le bas dans le noir, vous n'essayez pas de raisonner avec. Vous n'essayez pas de le réparer. Vous sortez votre couteau de plongée, vous coupez la ligne, et vous nagez vers la surface. Parce que si vous vous accrochez à une ancre qui coule, peu importe à quel point vous vous en souciez auparavant, vous vous noierez avec elle. Ma famille était une ancre toxique. Ils exigeaient ma loyauté tout en ne m'offrant que du mépris. Ils exigeaient mon argent tout en détruisant mes biens. Ils voulaient que je reste au fond de l'océan pour qu'ils puissent se tenir sur mes épaules et prétendre être des géants. Parfois, couper les liens avec son propre sang est le sentiment le plus contre nature au monde. Ça fait mal. Ça laisse une cicatrice. Mais l'air ici, à la surface, est magnifique. Le soleil est chaud. L'horizon est clair. Et pour la première fois de ma vie, je suis le capitaine de mon propre navire. J'ai toujours les messages vocaux sauvegardés dans un dossier sécurisé, au cas où ils essaieraient de s'en prendre à mon entreprise un jour. Mais je ne les écoute pas. J'écoute les vagues qui se brisent contre le port de Duluth. Je vous laisse donc le soin, à vous, le jury d'Internet. Pensez-vous que j'ai eu tort de couper leur assurance santé et de les laisser perdre leur maison? Devrais-je leur pardonner maintenant qu'ils ont été punis? Ou le silence permanent est-il la seule vraie réponse? Dites-moi ce que vous en pensez ci-dessous. Si vous aimez cette histoire et que vous voulez entendre d'autres récits de personnes qui se défendent contre des familles toxiques, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à. Nous avons de nouvelles histoires chaque semaine. Restez forts, protégez votre paix, et ne laissez jamais personne couler votre navire.